Et bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Renaud Rakepas du Courant Institute à New York University. Et voilà, donc il va nous parler de Entropy Production in Diffusions, the Large Time and Small Noise Limits. Alors, je ne sais pas s'il va faire en français ou en anglais, puisque il parle les deux langues. Voilà. À toi, Renaud. Euh, Merci, Benjamin. Je vais faire l'exposé en français, mais mes transparents sont en anglais, qui sont d'un D'accord, autre exposé. parfait. Donc, j'imagine que tout le monde comprend dans les deux langues. Ça ne devrait pas Ouais. être un problème. C'est bon OK. par ici. OK. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler de production d'entropie, plus précisément dans le cadre des diffusions non dégénérées et dans deux régimes particuliers, donc le régime des temps longs et le régime du bruit disparaît. Euh, c'est principalement basé sur un article que j'ai fait en fin de thèse et qui devrait apparaître sous peu dans les annales de l'Institut Henri Poincaré B. Mais on va aussi toucher rapidement là, au sujet d'un autre article qui est le fruit d'un travail en collaboration avec Zhizhang Wu, Zhak Xin et Jiwen Zhang, donc à Hong Kong et à Irvine. Donc, tout au long de l'exposé, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Ça ne me dérange pas plus qu'il faut de ne pas me rendre dans les détails des résultats techniques à la fin. Je pense que l'important, c'est que vous compreniez bien le cadre, la motivation et tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Donc, je veux commencer l'exposé par un espèce de prologue sur la notion de réversibilité en physique. Et je vais introduire cette notion-là par un jeu. Donc, le jeu est le suivant, c'est je vous montre une vidéo. Bon, je ne sais pas à quel point ça va bien se rendre par Zoom. Mais donc, je vous montre une vidéo. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Et son renversement, qui est celui-là. Et je ne vous dis pas lequel des deux. Ça peut être le premier ou le deuxième. C'est la vraie capture de ce qui s'est passé, disons, en laboratoire, alors que l'autre, euh, c'est ce qui s'est passé dans le laboratoire, mais joué à reculons. Donc, je refais les deux vidéos. Voilà, ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième. Bon, donc le jeu, c'est de deviner lequel est la vidéo originale, quelle est la vidéo renversée. Donc, dans ce cas-ci, c'est assez difficile de faire la différence entre les deux, mais il y a d'autres situations physiques où c'est plutôt facile de faire la différence. Par exemple, ici, si je vous montre deux vidéos, celle-là ou celle-là, là, c'est un peu plus facile. Donc, il y a une masse d'air chaud dans un environnement un petit peu plus, pardon, une masse d'eau chaude dans un environnement un petit peu plus froid. Donc, on s'attend à ce que la vapeur monte. Donc, il y a un échange de chaleur du chaud vers le froid, un petit peu de trucs comme ça. Et bref, il y a cette intuition physique dans certains systèmes, donc typiquement des systèmes qui impliquent beaucoup de particules et des forces thermodynamiques et des trucs comme ça, que ce soit plus facile de déterminer la direction du temps que dans des systèmes où une description microscopique newtonienne fonctionne bien. Donc ça, c'était le prologue. Maintenant, on peut commencer à faire des maths là-dessus. Donc, je vais commencer avec une introduction qui va toucher trois sujets principaux. Donc, le premier, c'est avec le test d'hypothèse, qui est une notion de base en statistique. Le deuxième sujet, c'est avec la théorie des grandes déviations, qui est une branche de la théorie des probabilités. Et ensuite, la notion de production d'entropie, qui est un concept qui vient de la physique. Une fois qu'on va avoir ces trois concepts-là en tête, je vais pouvoir parler du cadre dans lequel je vais étudier ces concepts-là. Et puis, une fois que le cadre est établi, je vais pouvoir parler de résultats que j'ai obtenus au cours des dernières années sur les grandes déviations de la production d'entropie dans le cadre des diffusions qui décrivent des systèmes physiques dans le régime des petites masses, qui est aussi appelé le régime des Kramers-Smolkowski. Donc, je démarre avec l'introduction, la partie sur le test d'hypothèse. Donc, c'est un rappel au cas où les premiers cours de statistique sont peut-être un petit peu loin. Donc, l'idée générale du test d'hypothèse, c'est qu'on a deux mesures.
P et Q ici, sur un même espace. Et on se fait donner un élément de cet espace et on nous demande de choisir parmi deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que gamma, cet élément de l'espace qui nous est fourni, est un échantillon qui vient de la mesure P. Et la deuxième hypothèse, c'est que gamma, cet échantillon-là, il vient en fait de l'autre mesure qui est Q. Et on nous demande de décider, étant donné un gamma, laquelle des deux hypothèses est la plus vraisemblable. Évidemment, différentes variations de ce problème-là, donc il pourrait avoir des a priori. On pourrait pénaliser, par exemple, différents types d'erreurs de façon différente. Donc, on pourrait être plus frileux, ne pas vouloir faire d'erreurs du type je devine P alors qu'en fait c'était Q. Peut-être que ça nous coûte plus que de deviner Q alors qu'en fait c'était P. Ce genre de choses-là. Mais je vais rester là, dans le cadre le plus simple possible qui est symétrique, puis où donc on n'a pas d'a priori, on ne pénalise pas différents types d'erreurs de différentes façons. Donc, ça, c'est le cadre abstrait, deux mesures sur un même espace. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre le cas le plus simple possible, qui est où ces deux mesures-là sont des mesures sur R. Donc, sur le même espace, cet espace-là, c'est un espace qu'on connaît bien, c'est la droite réelle. Donc, si j'ai deux mesures, P qui est une gaussienne de variance 1 centrée en 0, puis après, bon, j'ai Q qui est une autre gaussienne un peu plus à droite avec une un peu plus petite variance. Si je vous donne un échantillon, par exemple, -1, qui est quelque part ici, euh, et je vous demande de deviner s'il est plus vraisemblable que cet échantillon-là vienne de la gaussienne mauve ou de la gaussienne bleue, ben, je pense que la plupart d'entre vous devineriez que ça vient de la gaussienne mauve, donc de P. Euh, Ça se complique un peu si je vous donne un échantillon qui est dans cette région-ci, où il y a peut-être bon, une valeur de 2, 3. Bon, 2, 3, pardon, 3, 4. D'un côté, vous êtes plus près de la moyenne de la deuxième gaussienne, euh, mais vous devez aussi prendre en compte le fait que la densité de la gaussienne bleue décroît beaucoup plus vite que celle de la gaussienne mauve. Donc, comment vous prenez en compte cette compétition-là entre ces deux effets? Ben, il y a le lemme de Neyman-Pearson qui nous dit que ce qui est le plus raisonnable de faire, c'est de calculer le log de la dérivée de radon-nicodime. Ou dans ce cas-ci, simple, simplement le log du rapport des densités, puis de prendre notre décision selon le signe de cette quantité-là. Bon, ici, comme je disais, la dérivée de radon-nicodime, c'est facile, c'est un rapport de densité, c'est un rapport d'exponentielle de quadratique. Donc, si je prends log, c'est une quadratique. Et donc, je peux grapher le log de la dérivée de radon-nicodime, ça donne cette parabole-là, puis je prends ma décision selon le signe de la quantité. Donc, en effet, ça dit que si on est, par exemple, à gauche de, je ne sais pas, 0,8 ou quelque chose comme ça, il est plus raisonnable de deviner que ça vient de la gaussienne mauve, alors que si on est entre, je ne sais pas, 0,8 et 3, 4, il vaut mieux deviner que ça vient de la gaussienne. Et ensuite, ça redevient plus raisonnable de penser que ça vient de P. Donc là, c'est le test d'hypothèse dans le cas le plus simple possible. Et comme je disais, bon, dans des situations plus complexes, il y a des a priori ou des asymétries, ce qu'on ferait, c'est au lieu de simplement prendre notre décision selon le signe, ben, on comparerait cette quantité-là à un seuil qui est choisi pour prendre en compte les paramètres un peu plus complexes. Donc, ce jeu qu'on a joué, auquel on a joué au début de l'exposé, c'est un jeu qui rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses. Euh, la première hypothèse, c'est que le premier film qui nous est montré est un film original, donc une capture de quelque chose qui s'est passé dans un système physique, alors que la deuxième hypothèse, c'est que le, c'est le deuxième film qui est le film original, donc c'est la même chose que dire que le premier film était en fait un film renversé. Et ce qu'on veut faire, c'est modéliser les films par des échantillons de mesures de probabilité.
Donc, pour rendre rigoureux le jeu en début d'exposé en termes de test hypothèse, il faut définir de façon appropriée des mesures sur des espaces. C'est juste que là, maintenant, ces mesures ne vont pas être définies sur la droite réelle, mais sur des espaces de trajectoire, des espaces beaucoup plus grands, qui pourraient être des espaces de dimension infinie si on regarde une trajectoire continue. Donc, comment on définit les mesures qui vont servir à rendre rigoureux cette hypothèse-là? Ben, on part de l'espace qu'on utilise pour décrire euh, la configuration du système physique à un instant donné. On se donne une mesure qui décrit les conditions initiales. On se donne des équations du mouvement qu'on va résoudre sur un certain intervalle. Et puis ça nous donne une mesure au niveau de trajectoire, donc une mesure sur un produit de copie de l'espace des configurations. Donc à chaque instant, on a une copie de l'espace des configurations. Et puis P lambda T, c'est une mesure sur cet espace de trajectoire qui, au temps zéro, nous donne accès à lambda, puis à d'autres temps, ben, nous donne comment lambda évolue selon les équations du mouvement qui, à ce stade-ci, peuvent être déterministes ou aléatoires. Donc, bref, en ayant un espace, une mesure, puis des équations, on peut en effet définir une mesure sur un espace de trajectoire et dire que notre hypothèse de base, c'est que la vidéo qui nous est montrée est un échantillon de cette mesure de probabilité sur l'espace des trajectoires. La deuxième mesure qu'on va vouloir utiliser, donc qui s'appelait Q là, dans le cas des deux mesures sur R, on va l'appeler ici P chapeau parce qu'elle est obtenue à partir de P par composition avec une involution, qu'on appelle le renversement du temps. Donc, il y a une application sur l'espace des trajectoires qui renverse les trajectoires. Donc, on demande du point de vue structurel que ce soit une involution parce que le renversement du renversement d'une trajectoire, ça devrait être la trajectoire originale. Et ainsi, notre deuxième hypothèse, c'est que la vidéo, le film qui nous est montré, c'est en fait un échantillon de cette mesure renversée. C'est-à-dire que gamma est le renversement d'une trajectoire qui a été échantillonnée à partir de la dynamique originale. Donc, ce qu'on veut faire, c'est regarder des situations qui sont persistantes dans le temps et où ce qu'on appelle la flèche du temps émerge de façon claire. C'est-à-dire que, bon, peut-être que pour de petits intervalles de temps, donc des films qui sont très, très courts, ça se peut qu'il soit difficile de distinguer les trajectoires originales des trajectoires inversées. Par contre, on aimerait voir en temps long une séparation claire entre les trajectoires originales et les trajectoires renversées. Bon, évidemment, ici, la notion de temps court et de temps long est une notion qui va dépendre des différentes échelles de temps qui sont pertinentes pour le problème. Mais bon, on va vouloir mathématiquement idéaliser ça en disant qu'il va avoir le régime des temps d'ordre 1, puis les temps qui sont dans la limite t tend vers l'infini. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'intéresser à quel point il est facile de distinguer des échantillons de P et des échantillons de P chapeau dans la limite t tend vers l'infini. Donc, je vous disais, premier sujet qu'on va vouloir toucher, c'est le test hypothèse. Ensuite, on va pouvoir parler de grandes déviations. Donc, la théorie des grandes déviations, bon, c'est une branche de la théorie des probabilités en soi, donc c'est difficile de faire une introduction très rapide, mais l'idée de base, c'est vraiment de dire, lorsque j'ai une suite de variables aléatoires, une suite, bon, ou de façon plus générale, une famille de variables aléatoires, euh, je pense que tout le monde sait ce qui est une loi des grands nombres. Donc, on va dire, par exemple, que une loi des grands nombres au sens faible, il existe un nombre, S bar ici, tel que si je regarde la probabilité que 1 sur t
fois ma variable aléatoire, soit delta loin de ce nombre-là, ben, cette probabilité-là tend vers 0. Donc, le cas typique, c'est où ST est une somme de T variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Et donc, dans ce cas-là, en effet, là, sous des conditions très raisonnables, on sait que la moyenne empirique, donc 1 sur T, la somme de nos échantillons, la probabilité que ce soit loin de la moyenne, ben, ça converge vers 0 lorsque le nombre d'échantillons tend vers l'infini. Ça, c'est la loi des grands nombres. Et le principe des grandes déviations, c'est de s'intéresser au taux de décroissance exponentielle de la probabilité d'être près de certaines autres valeurs. Donc, on dit la probabilité d'être près de S bar, ça tend vers pardon. La probabilité d'être près de S bar, ça ne décroît pas, c'est essentiellement 1. Mais pour des S qui sont loin de S bar, la probabilité d'obtenir une valeur qui est environ S, ben ça devrait décroître. Et il se trouve que le bon régime, c'est une décroissance exponentielle. Par exemple, pour une somme de variables D, ça tend à décroître exponentiellement. Et on va dire qu'un principe des grandes déviations, c'est en effet, on peut trouver une fonction I, appelée la fonction taux, qui donne les taux de décroissance exponentielle de ces événements. Donc, I de S donne le taux de décroissance de la probabilité d'obtenir des valeurs qui sont près de S lorsque T tend vers l'infini. Donc, il y a une famille de résultats en théorie des grandes déviations qui dit qu'une des façons de comprendre le taux de décroissance de probabilité de tels événements, c'est de comprendre l'asymptotique de la fonction génératrice des cumulants. Donc, plus précisément, si, bon, avec des limites, des limites sup, des limits appropriés, on veut comprendre cette quantité-là, pour S qui est près de la moyenne, il suffit de comprendre comment se comporte 1 sur T, le log de l'espérance de l'exponentielle, lorsque T tend vers l'infini, près de alpha égale à 0. Plus particulièrement, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le théorème de Gardner-Ellis, qui dit que si on réussit à suffisamment bien comprendre l'objet qui est à droite, cette limite-là, et sa régularité en ce paramètre alpha, peuvent être capables de comprendre le taux de décroissance exponentielle simplement par une transformée de Legendre. Donc, on a parlé de test d'hypothèse, on a parlé de grandes déviations, et bon, ben, une question naturelle, c'est qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre. Donc, on a le lien suivant. Si je retourne à mes deux gaussiennes, donc j'avais P et Q, et j'avais un échantillon qui venait soit de P, soit de Q, et je vous demandais de décider. Si maintenant, au lieu de vous donner un échantillon, je vous en donne grand T, donc qui est un grand nombre d'échantillons, avec la garantie qu'ils viennent soit tous de P, soit tous de Q, ben là, pour décider, vous allez vouloir appliquer la même stratégie, c'est-à-dire regarder le log de la dérivée de radon-nicodym, mais maintenant pour des mesures qui sont des produits, donc le produit T fois de P par rapport au produit T fois de Q. Donc le log de la dérivée de radon-nicodym pour les produits, qui revient à la somme des logs des dérivées de radon-nicodym. Et la probabilité que vous vous trompiez, c'est la probabilité, par exemple, la probabilité que vous deviniez Q alors qu'en fait c'était P, c'est la probabilité, selon P, que cette quantité-là soit négative. Donc, le comportement de la probabilité de se tromper, c'est en fait un problème de grande déviation pour une somme de variables aléatoires. Évidemment, nous, ce qu'on va regarder, c'est une suite de mesures sur des espaces de trajectoire qui n'ont pas cette belle structure d'indépendance, mais quand même, on va vouloir comprendre comment se comporte le log de la dérivée de radon-nicodym de la mesure originale sur l'espace de trajectoire par rapport à la mesure des trajectoires renversées lorsque t tend vers l'infini. Même si ce n'est pas des produits de mesure, il y a quand même cette tendance-là à être une quantité qui va être d'ordre t. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est regarder 1 sur t
S de t, encore une fois, il va y avoir une loi des grands nombres et on va chercher à euh, on va vouloir démontrer un principe des grandes déviations qui accompagne cette loi des grands nombres. Donc, cette quantité-là, le log de la dérivée de Radon-Nicodim de la distribution des trajectoires par rapport aux trajectoires renversées, c'est une quantité qui mesure l'irréversibilité, parce que c'est la quantité qu'on calcule pour nous aider à deviner si une trajectoire est originale ou renversée. Et cette quantité-là a un nom en physique, et c'est la production d'entropie. Bon, je dois vous avertir que si vous ouvrez un article au hasard où il y a la mention d'entropie, de production d'entropie, il se peut très bien que la production d'entropie ne soit pas définie comme ça. C'est une des façons de définir la production d'entropie en physique. Il y en a d'autres et ce n'est pas toujours clair. Là. On ne voit pas toujours immédiatement le lien entre les différentes définitions. Mais pour le reste de l'exposé, notre définition de la production d'entropie, ça va être ce log de la dérivée de Radon-Nicodim qui nous sert de témoin de l'irréversibilité. Donc ça, c'est abstrait. J'ai, je vous disais, un espace de configuration, des équations d'évolution. Ça donne lieu à des mesures et je veux faire du test d'hypothèse pour cette paire de mesures-là. Mais pour être capable de dire quoi que ce soit d'intéressant, il faut souvent se restreindre à un cadre un peu plus particulier. Donc, je vais vous parler maintenant du choix du cadre pour mon travail. Et ce cadre-là, c'est les diffusions non dégénérées qui vont apparaître comme, pardon, qui vont apparaître comme un cas limite intéressant obtenu à partir d'une description peut-être plus naturelle qui est la mécanique à Hamilton. Donc, si vous avez suivi suffisamment de cours de physique, vous savez, vous vous attendez peut-être à ce qu'une description naturelle d'un système physique conservatif, euh, ce soit pardon, qu'un système physique de cette nature-là, comme par exemple les pendules de Newton que je vous ai montré en début d'exposé, ben ça, c'est pas naturel d'essayer de le décrire soit dans le formalisme lagrangien, soit dans le formalisme hamiltonien. Par exemple, dans le formalisme hamiltonien, ben, vous diriez, bon, à chaque instant, il y a des variables de position, Q, et des variables de quantité de mouvement, P. Une condition initiale pour un système physique de ce type-là, ben, c'est juste une distribution de ce que pourraient être les positions et les quantités de mouvement au temps initial. Et les équations du mouvement, ben, ce seraient les équations de Hamilton. Donc, ce seraient des équations qui sont obtenues de façon naturelle à partir d'une fonction d'énergie, qui typiquement est une fonction qui est une forme quadratique en la quantité de mouvement plus une fonction de la position. Euh, dans ce genre de système-là, bon, c'est pas une grande surprise, il y a une notion de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que le flot engendré par ces équations-là euh, préserve certaines surfaces qui sont les ensembles de niveaux de la fonction d'énergie qui est utilisée pour définir la dynamique. L'autre propriété de ces flots-là, c'est qu'il y a une notion d'invariance par renversement du temps. Euh, la façon dont je l'ai formulé ici, c'est de dire que la transformation qui change le signe des quantités de mouvement est ce qu'on appelle un renversement du temps. Et ça, ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Si je pars d'une certaine configuration initiale, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vais faire ici avec cette craie. Euh, donc, j'ai ma craie ici dans mes mains qui va démarrer avec une certaine position, puis une certaine quantité de mouvement. Donc, je veux dire, je vais la faire démarrer comme ça avec une quantité de mouvement, donc une vitesse qui pointe par là. Je vais faire évoluer le système. Je vais l'arrêter à un certain moment. Maintenant, si je garde la même position, mais je renverse la vitesse. Donc, au moment où j'ai arrêté la trajectoire, la vitesse était comme ça. Si je la renverse, donc je la relance dans l'autre sens, ben, je vais retourner où j'ai démarré, mais quand j'ai arrêté, la vitesse, maintenant, elle pointait par là et pas par là. Donc, il y a ce rôle-là que joue le changement du signe de la vitesse, qui est lié à l'inverse de la dynamique.
Donc, si je pars d'un point, je fais évoluer, j'arrête, je renverse les vitesses et je fais évoluer selon la dynamique, toujours la même dynamique. Je me retrouve où j'ai démarré à un changement de signe près. Euh, une autre propriété, pardon, fondamentale de ces systèmes-là, donc de ces systèmes hamiltoniens, c'est qu'il y a une préservation des volumes dans l'espace des phases. Bon, c'est peut-être pas immédiat, mais à partir de ces trois propriétés-là, ce qu'on peut déduire, c'est que le genre de jeu dont je vous ai parlé en tout début d'exposé, pour des systèmes purement conservatifs, ben, il va toujours être très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette propriété-là où, dans la limite des temps longs, on est capable de distinguer des films originaux de films renversés. Et donc, c'est euh, l'exemple du pendule que je vous ai donné au tout début. Donc, c'est un système qui est vraiment conservatif, donc euh, il y a pas de frottement, il n'y a pas de dissipation d'énergie lors des collisions, ce genre de choses-là. Ça peut être purement décrit par un Hamiltonien. Euh, ben, le jeu dont je vous ai parlé est très difficile. Donc, pour obtenir des jeux qui sont intéressants, il faut partir du cadre hamiltonien, puis prendre certaines limites ou faire certaines idéalisations, ce genre de choses-là. Il y a plusieurs approches, donc pour partir d'un système hamiltonien, puis de prendre des limites ou des équations effectives pour obtenir des systèmes dans lesquels le jeu peut être intéressant. Il y a ce qu'on appelle la limite thermodynamique directe, c'est-à-dire prendre un système hamiltonien, mais faire tendre le nombre de particules ou le nombre de corps dans le système, et donc la dimension de la variété vers l'infini. Et dans ces situations-là, on peut avoir du comportement non trivial de la production d'entropie. Par contre, l'analyse devient très rapidement difficile parce qu'on regarde des dynamiques sur des variétés en dimension infinie, et donc ça peut devenir compliqué. L'autre mécanisme qui est utilisé, c'est d'introduire des forces effectives et des mécanismes de thermostat. Donc, il y a deux façons principales de faire ça. Je vais m'en tenir à cette mention rapide-là parce que c'est pas le genre de système que je vais étudier. Et finalement, une autre approche, c'est de dire, bon, je vais pas exactement étudier le cas où j'ai un nombre infini de particules, mais je vais étudier la dynamique effective d'un nombre fini de particules lorsque celles-ci interagissent avec un nombre infini de particules. Et je vais modéliser cette interaction-là avec un environnement infini par euh, une équation stochastique. Donc, par exemple, bon, il y a le formalisme de Langevin pour faire ça. Si je pars du formalisme de Langevin, puis ensuite je prends la limite des petites masses, euh, ben, je me retrouve avec une équation pour mon nombre fini de particules, de corps, qui est une équation différentielle stochastique du premier ordre. Donc, la dérivée de la position va être donnée par une force plus un terme de bruit. Mais ce terme de bruit-là, on l'interprète comme étant l'effet de l'environnement qui est supposé être une certaine température epsilon. Donc, si j'ai une particule dans un environnement à température epsilon qui subit une force qui a cette forme-là, un gradient plus autre chose, ben, cette particule-là, si on néglige les effets d'inertie, parce qu'on suppose que la masse est très petite, ben, le genre d'équation qui décrit bien ces situations-là, c'est une diffusion non dégénérée, comme ça. Donc, de quoi ça a l'air le comportement d'équations comme ça? Ben, prenons-la terme à terme. Donc, si je regarde que le premier terme dans le membre de droite, donc dq est moins grade v dt, ah ben ça, c'est une dynamique qui est assez simple, c'est un flot de gradient, donc je fais que suivre le potentiel v vers le bas et je vais m'approcher exponentiellement rapidement du minimum de v. C'est pas une dynamique qui est particulièrement intéressante euh, du point de vue du renversement du temps parce que, bon, c'est un jeu qui est pas trop facile, trop difficile, mais en même temps, c'est un peu trop facile. C'est-à-dire que euh, la description des trajectoires originales
par rapport aux trajectoires inversées, parce qu'il n'y a essentiellement pas d'aléa outre la condition initiale, ben, c'est euh, deux mesures qui sont mutuellement singulières l'une par rapport à l'autre. Donc, la théorie du test d'hypothèse n'est pas particulièrement intéressante. Puis, je rajoute du bruit dans mon équation, donc l'effet de l'environnement. Ben, maintenant, j'ai un peu le même genre de comportement. Donc, je vais me diriger vers le bas du puits de potentiel. Et après un certain temps, ben, je vais atteindre une espèce de régime stationnaire où j'ai que de petites excursions, typiquement à une distance qui est donnée par epsilon du bas du puits de potentiel. Et dans un régime stationnaire, ben, les trajectoires originales et les trajectoires renversées pour ce genre de système-là, encore une fois, ne sont pas particulièrement intéressantes parce que c'est possible de montrer en fait que la distribution des trajectoires et des trajectoires renversées, maintenant, ces deux distributions-là sont exactement les mêmes. Et c'est à cause d'une symétrie qu'il y a dans cette équation-là. C'est le fait que ma force, mon champ de vecteurs soit en fait un terme qui est purement un gradient. Pour avoir du comportement plus intéressant, ce que je fais, c'est que je rajoute un champ de vecteurs qui n'est pas conservatif. Donc, qu'est-ce qui est notoirement pas conservatif comme champ de vecteurs? Ben, c'est un champ de vecteurs qui me fait tourner autour d'un point. Donc, maintenant, si je rajoute ce champ de vecteurs B qui nous fait tourner, par exemple, autour du minimum de V, ben là, il y a une différence, bien que subtile, entre les trajectoires originales et les trajectoires renversées. Donc, dans les deux cas, ce qu'on a, c'est on passe le plus clair de notre temps au bas du puits de potentiel avec de petites excursions. Mais dans le cas des trajectoires originales, lors de nos excursions, on a tendance à circuler en sens horaire. Alors que dans la dynamique renversée, lors de nos excursions, si vous remarquez, on a tendance à circuler plus typiquement dans le sens anti-horaire. Donc, ces équations-là, qui apparaissent dans le régime des petites masses pour des particules en interaction avec un environnement à une certaine température, il y a une théorie de la production d'entropie qui est suffisamment riche. C'est-à-dire qu'on a deux mesures, la distribution des trajectoires, la distribution des trajectoires inversées, ne sont pas les mêmes, mais sont en même temps pas qualitativement drastiquement différentes. C'est-à-dire qu'ils ont une dérivée de Radon-Nikodym qui est bien définie et on a une théorie du test d'hypothèse qui n'est pas triviale. Donc là, je t'ai donné le point de vue trajectoriel sur ces équations-là, mais il y a aussi un point de vue EDP. C'est-à-dire que si je m'intéresse à l'évolution dans le temps, donc la valeur au temps t de l'espérance d'une fonction de la position, ben, je peux oublier un peu le point de vue purement trajectoriel, puis me concentrer sur le fait que ces espérances-là évoluent dans le temps en suivant une EDP, donc qui est une équation de type parabolique. C'est essentiellement une équation de la chaleur. Donc, j'ai la dérivée en temps de ces espérances-là qui est donnée par un opérateur elliptique qui agit sur cette espérance. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe dans cette équation-là, on a deux options. Soit on étudie des propriétés du champ de vecteurs et des propriétés statistiques du terme de bruit, ou on étudie les propriétés de cet opérateur elliptique qui décrit l'évolution des espérances. Donc, pour faire un petit résumé, on a une équation qui a un comportement suffisamment riche. On a deux points de vue sur cette équation-là. Donc, on a un point de vue trajectoriel, puis on a un point de vue EDP. On va vouloir regarder la quantité qui est le log de la dérivée de Radon-Nikodym des trajectoires par rapport aux trajectoires renversées, qu'on appelle la production d'entropie. On va vouloir on cherche à démontrer des théorèmes limites pour cette suite de variables aléatoires indexées par T. La motivation pour ces théorèmes limites-là, c'est que, par exemple, les grandes déviations
de cette quantité-là nous donne accès au comportement de la probabilité de se tromper lorsqu'on a accès à des films qui sont de plus en plus longs. Et la stratégie qu'on va vouloir utiliser, donc la stratégie que j'ai mentionnée en tout début d'exposé, c'est d'essayer de comprendre les grandes déviations de cette quantité-là, donc de la production d'entropie, via le comportement de sa fonction génératrice des cumulants lorsque t est envers l'infini. Je pense que c'est un bon moment peut-être de demander s'il y a des questions par rapport à ce qu'on essaye de faire et au cadre. Ça va? Il n'y a pas de questions apparemment. OK. Ouais. Donc, équation, variable aléatoire qui est définie selon le long des trajectoires de cette équation-là. On cherche à démontrer des théorèmes limites et la façon dont je vais vouloir chercher à démontrer des théorèmes limites, c'est en regardant la fonction génératrice des cumulants. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Bon, la première chose, si on va être capable d'obtenir des résultats, c'est de travailler un peu parce que, bon, dire qu'on regarde le log de la dérivée de radon-nicodime pour une paire de mesures sur des espaces de dimension infinie, c'est un peu abstrait. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est faire un calcul, qui est un calcul, bon, pour ceux qui connaissent, qui est un calcul simplement de type application du théorème de Girsanov avec des arguments d'approximation, qui permet de réécrire ce log de la dérivée de radon-nicodime de façon un peu plus transparente. Donc, j'ai dit que c'est un peu plus transparent comme formule, mais ça demande une explication. Donc, c'est quoi les avantages de cette formule-là? Pourquoi je dis que c'est plus transparent? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a une interprétation physique à cette formule-là. Donc, c'est-à-dire que si je regarde cette formule-là en plissant un peu les yeux, ça me fait penser à des formules physiques. C'est-à-dire que j'ai ce que j'appelle la production d'entropie, qui est une différence de truc. Donc, les variations de ce truc-là, c'est essentiellement un nombre, 1 moins epsilon, qui multiplie deux types de variations. Donc, il y a des changements infinitésimaux en V. Si je regarde un changement infinitésimal de D de S, c'est un nombre qui multiplie une variation infinitésimale en V plus un nombre, ce même nombre qui multiplie une intégrale que j'ai pas trop de peine à interpréter comme une intégrale de travail. Et donc, ça rejoint l'intuition qu'on a en thermodynamique classique, qui est de dire que ben, les variations d'entropie, ça devrait être des températures inverses qui multiplient les variations de chaleur. Et la chaleur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une façon de le voir, c'est qui ne peut pas être compris ni comme une variation d'énergie interne, ni comme un travail fait par des forces auxquelles on a. Donc, si je me dis S, changement de S, ça devrait être température inverse, 1 sur epsilon, fois variation de chaleur, et que la variation de chaleur, ça devrait être un terme de travail, donc cette intégrale-là, et un terme d'énergie interne, différente en V, ben ça a du sens. À ce terme-là, sur la première ligne, qu'on peut négliger dans certains régimes, ben, en effet, j'ai une formule pour le log de la dérivée de radon-nicodime qui rend justice au nom que je lui ai donné. Donc, j'ai appelé ça une production d'entropie, cette mesure d'irréversibilité-là. Et bien, via cette formule-là, on voit que c'est en effet une température inverse qui multiplie une variation d'énergie interne et une intégrale de travail. L'autre avantage de cette formule-là pour la production d'entropie, c'est que maintenant, si on veut étudier la fonction génératrice des cumulants ou la fonction génératrice des moments, peu importe, ben, ça va être l'espérance d'une exponentielle de ça, qui va être principalement l'espérance d'une exponentielle d'une intégrale stochastique. Et pour ce genre d'espérance-là, ben, j'ai un formalisme qui s'appelle le formalisme de Feynman-Katz, qui est particulièrement puissant. En gros, ce que ce formalisme-là nous dit, c'est que le comportement en temps long
d'espérance d'exponentielle d'intégrale stochastique peut être compris en termes de propriétés spectrales d'une déformation du générateur. Et donc, une fois que j'ai cette formule-là, je peux démontrer un théorème qui est un principe des grandes déviations. Donc, la famille ST de production d'entropie, en plus de satisfaire une loi des grands nombres, satisfait un principe des grandes déviations. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui décrit le taux de décroissance exponentielle de la probabilité que la production d'entropie prenne certaines valeurs. Et cette fonction de taux, qui donne le taux de décroissance exponentielle des probabilités, c'est simplement la transformée de Legendre de la plus grande valeur propre de déformation du générateur que j'ai écrit quelques transparents plus tôt. Donc, ces théorèmes-là, donc ce type de théorème-là, oui, il y a un principe de grande déviation pour l'entropie, et implicitement, il y a une façon d'approcher la fonction de taux. Je dis implicitement parce que de dire que c'est la transformée de Legendre de la plus grande valeur propre d'un problème spectral, ce n'est pas une formule pour la fonction de taux directement. C'est une définition implicite de la fonction de taux. Ce genre de théorème-là, ça a une histoire. Donc, à ma connaissance, un des arguments les plus vieux pour ce genre d'approche-là, ça remonte à Leibovitz et Spohn, donc qui ont donné cette approche-là à l'étude des grandes déviations de la production d'entropie. Ils donnent les arguments formels, puis ces arguments formels-là fonctionnent très bien dans le cas où l'espace des phases est compact. Alors que là, ici, je travaille sur plus tardé, donc on ne peut pas appliquer directement, mais les idées étaient en gros là. Ensuite, il y a Bertini et De Jésus en 2015 qui ont donné une démonstration rigoureuse dans le cas de l'espace euclidien complet, au moins dans le cas où le champ de vecteur B, donc qui est la partie non conservative, est borné et orthogonal au terme de gradient. Il y a un travail de 2016 qui réussit à traiter de B non borné, mais de B non bornés qui sont exactement linéaires avec des V qui sont exactement quadratiques. C'est vrai, c'est vraiment pour des équations linéaires dans l'espace euclidien complet, ils ont réussi à démontrer le principe des grandes déviations avec une description détaillée de la fonction de taux. Et une des choses qui est intéressante, mais bon, qui n'est pas nécessaire pour ce qu'on va vouloir faire ici, c'est qu'ils sont aussi capables de traiter des cas où le bruit est dégénéré. Les gens que ça intéresse. Et ce que j'ai fait, donc dans cet article qui va paraître aux annales de l'Institut Henri Poincaré B, c'est une démonstration du principe local des grandes déviations pour des B qui sont non bornés et non linéaires et pas exactement orthogonaux au terme de gradient. Il y a un peu de tolérance sur ces hypothèses-là. Donc ça, c'est une première partie du résultat que j'ai réussi à démontrer, mais je pense que la partie c'est un résultat technique, c'est d'enlever certaines hypothèses sur des résultats qui étaient déjà. Mais là où le progrès est peut-être le plus intéressant, c'est ce qui vient à la diapo suivante. Oh, non, pardon, pas à la diapo suivante. Avant de vous parler d'une autre partie du résultat qui est plus intéressante, je vais juste donner rapidement une interprétation du principe des grandes déviations pour la production d'entropie. Donc, d'avoir un LDP, Large Deviation Principle, un principe des grandes déviations, un PGD, nous dit que la probabilité de voir une production d'entropie moyennée en temps qui est d'environ S, ben, ça suit E à la moins T I de S. Donc, I de S, c'est une fonction qui typiquement va être convexe, donc il va avoir souvent un unique zéro. Et donc, ce zéro-là, mu, le zéro de la fonction I, c'est la moyenne. C'est-à-dire que la production d'être près de mu ne décroît pas exponentiellement. Et parce que la probabilité d'être près de la moyenne, ça ne décroît pas, ça tend vers 1. Il sort de la preuve une symétrie de cette fonction i-là qui est i en moins s est égal à i en s plus s.
Donc, c'est une symétrie qui, peut-être écrite comme ça, n'est pas particulièrement transparente, mais elle nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que si on regarde la probabilité de voir une production d'entropie qui vaut moins S, et on compare ça à la probabilité de voir une production d'entropie qui est égale à S, et qu'on imagine S positif, ben, c'est un rapport de ces exponentielles-là. Donc, c'est une exponentielle de la différence entre I de moins S et I de S. Et ça, par cette symétrie-là, TE à la moins TS. Donc, qu'est-ce que ça nous dit si on imagine que S est positif, comme je disais, c'est que la probabilité de voir une diminution de l'entropie par S est beaucoup moins probable que de voir l'augmentation correspondante de l'entropie. Donc, ce principe des grandes déviations-là, avec cette symétrie de la fonction de taux qui sort de la démonstration, donne ce raffinement universel du second principe de la thermodynamique. Donc, en thermodynamique, on dit l'entropie, en moyenne, a tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Et ici, ce qu'on dit, c'est que non seulement elle a beaucoup plus tendance à augmenter qu'à diminuer, le rapport des probabilités est très petit, mais ce rapport-là, par lequel il est plus probable de voir des augmentations d'entropie que des diminutions de l'entropie, T E à la moins TS, donc T c'est l'échelle de temps, S c'est le module, la grandeur de la variation, ben, ce rapport-là est en fait complètement universel. Donc on voit qu'il ne dépend pas des paramètres de mon modèle, donc de la forme spécifique de mon potentiel V, de la force B, il ne dépend pas de la température, il ne dépend pas de ce genre de choses-là, il ne dépend pas de la dimension, il ne dépend pas de rien du tout. Donc, ce principe universel-là est souvent appelé symétrie de Galavoti-Cohen. Donc, c'est ce raffinement du second principe de la thermodynamique qui dit qu'il y a non seulement, non seulement il est plus probable de voir une augmentation d'entropie qu'une diminution d'entropie, mais il y a ce rapport universel dans l'étude d'à quel point c'est plus probable de voir une augmentation qu'une diminution. Donc, comme je disais, il y a des résultats. J'ai participé à changement d'hypothèse au niveau technique pour garantir qu'en effet, il y a un principe de grande déviation avec cette symétrie-là dans la fonction de taux. Par contre, de dire que la fonction de taux, c'est la transformée de Legendre de la valeur propre principale d'un opérateur différentiel elliptique non auto-adjoint, euh, c'est pas le truc le plus explicite au monde. Donc, on aimerait avoir une meilleure compréhension de cette quantité-là. Valeur propre principale pour une famille d'opérateurs non auto-adjoints. Donc, pour bien comprendre comment cette valeur propre se comporte et donc comprendre comment le taux de décroissance exponentielle de la probabilité de se tromper dans le test hypothèse se comporte, on va regarder des cas particuliers du paramètre alpha. Donc, lorsqu'alpha égale à 0, ben, il y a beaucoup de termes qui disparaissent et l'opérateur qu'on obtient, c'est l'opérateur qui était introduit plutôt comme le générateur de mon équation. Et donc, ça, c'est un générateur markovien. Et donc, la valeur propre principale qui nous intéresse, c'est 0. Ce n'est pas trop difficile. Dans le cas alpha égale à 0, on sait exactement ce qui est la valeur propre principale, c'est 0. Même chose essentiellement par dualité lorsque alpha égale 1. La valeur propre qui nous intéresse, c'est aussi 0. Dans le cas alpha égale une demi, il y a des termes qui s'annulent à cause du 1 moins 2 alpha, et ça devient un opérateur qui a au moins le bon goût d'être auto-adjoint. Et des opérateurs elliptiques auto-adjoints, en gros, c'est des opérateurs de Schrödinger, et donc c'est des opérateurs qui ont été étudiés beaucoup dans la littérature physique. Donc, il y a les cas 0, 1 et 1 demi où on comprend relativement bien ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'inspirer de ce qui est fait au cas 1 demi, qui a été bien étudié dans la littérature, pour comprendre ce qui se passe pour toutes les valeurs de alpha dans un
intervalle qui contient 0 et 1, et donc comprendre le comportement de la fonction de taux. Donc, il y a deux approches à une compréhension un peu plus poussée de cette valeur propre principale-là. La première, c'est d'essayer d'adapter des méthodes numériques qui ont été utilisées pour les opérateurs de Schrödinger au cas non auto-adjoint et de voir ce que ces calculs numériques-là nous disent sur la valeur propre principale et donc par transformer de Legendre sur le taux de décroissance de la probabilité des événements qui nous intéressent. L'autre approche, c'est de se dire, ben, dans le cas Schrödinger, il n'y a souvent pas de formule exacte pour cette valeur propre principale-là, mais l'asymptotique, lorsque h bar, donc la constante de Planck, qui dans mon cas est le epsilon, tend vers 0, l'asymptotique des valeurs propres principales, donc qui sont maintenant les énergies fondamentales d'opérateurs de Schrödinger dans la limite dite semi-classique, donc où h bar tend vers 0, ça, c'est relativement bien compris. Et donc, d'essayer d'utiliser les adaptations des formules analytiques, des formules exactes qui sont utilisées dans le cas Schrödinger et d'essayer de les étendre au cas non auto-adjoint. Donc, comme je disais, ce sont les deux approches. Je veux principalement terminer l'exposé en parlant de la deuxième approche, mais j'ai récemment fait des travaux sur le calcul numérique de ces valeurs propres aussi. Donc, c'est quoi les deux résultats principaux? Donc, c'est que sous des hypothèses sur V, sur B, tout ça, donc que j'ai mentionné plus tôt, et si les points critiques de V sont non dégénérés, on arrive à démontrer que la fonction de taux, dans la limite epsilon tend vers 0, donc la limite où le bruit dans l'équation disparaît, admet une limite. Non seulement admet une limite, mais cette limite-là peut être calculée maintenant, pas en tentant de résoudre un problème spectral pour un opérateur elliptique, mais en s'attaquant à des équations matricielles D par D, où D est la dimension de l'espace. Donc, bref, dans la limite epsilon tend vers 0, au lieu de devoir résoudre un problème spectral pour un opérateur elliptique, il suffit de résoudre des équations matricielles qu'on appelle des équations algébriques de Riccati. Et une fois qu'on a résolu ces équations-là, ben, on a accès à la fonction de taux. Et donc, l'autre résultat, rapidement, c'est qu'il y a une méthode numérique, Interacting Particle Method, qui est adaptée au calcul de cette fonction de taux-là, et on est capable de le faire même quand epsilon est petit, donc bref, du point de vue technique, quand epsilon est petit, il y a des problèmes de concentration, et quand la dimension est grande, ça fonctionne aussi. Donc, très rapidement, c'est quoi ce genre d'équations-là qui apparaissent pour la description de la fonction de taux dans la limite où epsilon tend vers 0? Ben, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller au point critique de V, de linéariser cette équation-là près du point critique de V, de regarder les matrices qui interviennent dans cette linéarisation-là, c'est-à-dire la Hessienne de V et le Jacobien de B, de résoudre ce que j'appelle une équation de Riccati, donc une équation matricielle qui fait intervenir cette Hessienne et ce Jacobien et ce paramètre alpha, de la résoudre, de prendre la trace de la solution et de faire une transformée de Legendre. Et puis, on obtient la fonction de taux. Donc, en gros, on va aux différents points critiques, on résout l'équation matricielle, on graphe la trace en fonction du paramètre alpha, on fait ça aux différents points critiques, donc peut-être il y a celle-là et celle-là. Et la façon d'obtenir la limite, c'est de prendre du côté de la valeur propre, pardon, le minimum entre les deux, donc la courbe noire, et au niveau de la transformée de Legendre, donc la fonction de taux, c'est de prendre l'enveloppe convexe des deux. Donc, ça donne une procédure pour calculer la fonction de taux dans la limite qui dans certains cas même peut être résolue à la main. Sinon,
les méthodes numériques pour des équations matricielles de type Riccati, ça, c'est très, très bien connu. Il n'y a vraiment aucun problème de convergence. Ça se fait très rapidement. C'est facilement accessible. Donc, je vais m'arrêter ici avec quelques références sur les travaux précédents euh, qui ont servi d'inspiration pour ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci.